On va démarrer cette session. Bonsoir à tous. Donc on va démarrer cette conférence intitulée « La Secular Stagnation est-elle notre avenir à long terme ?» Est-elle notre avenir à long terme? Donc nous aurons 4 intervenants. Philippe Aghion, par ordre alphabétique, et d'ailleurs les interventions se feront dans l'ordre alphabétique. Philippe Aghion du Collège de France, Michel Aglietta du CEPI et France Stratégie, Gilles Dufresneau de la MSE et du CEPI, et Cecilia Penalosa du CNRS et de la MSE. Voilà, j'ai le bonheur de modérer, si j'ose dire, cette conférence, et je voudrais démarrer en passant quelques images pour planter le décor. On peut démarrer, je vais planter le décor avec quelques images donc, qui vont passer ici. Alors, vous voyez, quelques images pour évoquer le pourquoi de la question de la secular stagnation. Alors d'abord, juste un point, l'expression secular stagnation, vous le savez, vient d'un discours présidentiel qui a été fait présidentiel puisqu'il présidait l'association d'économie, l'American Economic Association, l'association des économistes américains. Hansen a utilisé cette expression dans son intervention pour décrire les trappes à basse croissance. Et en fait, dans toute son intervention et dans tout l'article qui a été publié dans l'American Economic Review qui est issu de cette intervention, il n'y a qu'un endroit où il emploie cette locution, cette expression, secular stagnation. C'est dans cette phrase. Et dans cette phrase, vous voyez, ce qui est dit, en quelque sorte, c'est que la secular stagnation est une sorte de trappe. Et dès qu'il y a quelques signes de croissance qui commencent à se manifester, eh bien, des forces diverses et variées nous ramènent à la secular stagnation, à une croissance très, 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 très faible. Et les raisons de cette croissance faible, pour lui, étaient à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. Du côté de l'offre, entre autres, une très faible évolution démographique, et du côté de la demande, des difficultés à la stimuler pour les pouvoirs publics. On sait que, c'est important à signaler, on sait que l'histoire a donné tort à Hansen, puisque la période qui a suivi, la période de guerre et la période d'après-guerre, ont été des périodes de très forte croissance aux États-Unis, qui étaient concernés par ce discours de Hansen. Alors, sur ce graphique-là, ce qui est représenté, c'est une décomposition comptable de la croissance. Le petit point noir, le losange noir, c'est le taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut dans différentes économies, USA, zone euro, Royaume-Uni, Japon, sur différentes sous-périodes. Et la décomposition comptable, qui est basée sur une méthodologie complètement standard ici, basée sur une Cobb Douglas, eh bien, nous permet de voir les facteurs comptables, en quelque sorte, de la croissance du produit intérieur brut dans ces différents pays et zones. Et ce que l'on voit, c'est que depuis 1950, la croissance est en baisse. C'est-à-dire le petit losange noir, vous voyez, d'une sous-période à une autre sous-période, baisse régulièrement dans chacune de ces 4 zones, avec un tout petit rebond à la hausse sur une décennie très particulière qui va de la moitié des années 90 à la moitié des années 2000, la décennie dans laquelle les technologies de l'information et de la communication ont connu une très forte diffusion aux États-Unis. Dans les autres zones, on observe, sans ce rebond, sauf au Royaume-Uni, on observe la même chose, une baisse du taux de croissance sur les différentes sous-périodes depuis les années 50. Donc vous voyez, cette préoccupation d'un ralentissement du PIB, d'une baisse de la croissance, est quelque chose qui s'inscrit sur une très longue période. Alors, cette décomposition comptable, maintenant, nous permet de qualifier comptablement comptablement les origines, le facteur qui est à l'origine de cette baisse de la croissance. Et le facteur principal qui est à l'origine de cette baisse de la croissance, c'est la baisse du taux de croissance de la productivité, ici représentée en vert. En vert, c'est la productivité horaire du travail. Et vous voyez que la croissance de la productivité horaire du travail a une contribution qui baisse continuellement dans le temps d'une sous-période à une autre sous-période. Et à l'intérieur de la
productivité horaire du travail, et décomposer ici les effets de la TFP, la productivité globale des facteurs, et puis de l'intensité capitalistique, c'est-à-dire de la quantité de volume de capital par unité de travail. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de la productivité du travail, ce qui explique la baisse, c'est essentiellement la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire un solde, quelque chose qu'on n'explique pas directement, mais qui est le solde de cette décomposition comptable. Donc même chose dans tous les pays, dans toutes les grandes zones ici considérées, avec ce petit hockey de croissance dans la décennie 95-2005, mais sinon baisse de la croissance partout, et cette baisse de la croissance s'explique par celle de la productivité globale des facteurs essentiellement. Alors on observe la même chose, je ne vais pas le détailler, dans les grands pays de la zone euro, qui sont ici représentés. La zone euro, donc, c'est la partie gauche, ça répète ce qui a été montré précédemment, et puis les 4 grands pays de la zone euro, que sont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, connaissent exactement ce même phénomène de baisse de la croissance depuis les années 50, et cette baisse de la croissance s'expliquant dans ces 4 grands pays par la baisse de la croissance de la productivité globale des facteurs. Alors du coup, ça vaut la peine de regarder de façon un petit peu plus précise les évolutions de la productivité globale des facteurs. C'est ce qui est fait pour nos 4 zones, États-Unis en noir, zone euro en rouge, Royaume-Uni en bleu et Japon en vert. C'est le taux de croissance de la productivité globale des facteurs depuis 1890 jusqu'en 2016, lissé avec un filtre dit d'Audric Prescott. Alors ce qu'on voit pour commenter la courbe noire qui correspond aux États-Unis, c'est qu'au tout début de période, on a une baisse de la croissance de la productivité globale des facteurs. On voit un épuisement, en quelque sorte, de ce qui a été la première révolution industrielle. Et puis, une grande vague, brièvement interrompue pendant la grande dépression des années 30, une grande vague de croissance de la productivité globale des facteurs qui culmine pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été une période de très forte croissance de la productivité globale des facteurs aux États-Unis. Et puis une baisse, ensuite, quasi continue de la productivité globale des facteurs jusque dans les années 90. Cette grande vague correspond de croissance de la productivité globale des facteurs correspond à la deuxième révolution industrielle associée à l'utilisation de l'électricité, à la diffusion du moteur à explosion, à l'extension de l'industrie chimique, etc. Et puis, vous voyez une petite vaguelette qui correspond à la troisième révolution industrielle, à la fin de la période. Cette vaguelette, c'est bien sûr l'extension, l'utilisation, la diffusion des technologies de l'information et de la communication. Et puis tout en fin de période, des taux de croissance de la productivité globale des facteurs qui sont des minima historiques. Et ces minima historiques, enfin dans les 3 autres zones, que sont ici la zone euro, le Royaume-Uni ou le Japon, on voit qu'on est aussi aujourd'hui à des minima historiques. Les périodes antérieures sont un tout petit peu différentes. Il y a un décalage, un délai dans le bénéfice de la deuxième révolution industrielle. Mais ce sur quoi je veux surtout attirer l'attention ici, c'est le fait qu'aujourd'hui, la croissance de la productivité globale des facteurs connaît des minima historiques, ce qui évidemment motive la question de secular stagnation et de pour combien de temps, en quelque sorte, on en a. Alors, dernière image que je voudrais projeter à partir de ce constat, ce que nous avons fait avec plusieurs co-auteurs, c'est de faire des scénarios de croissance sur le futur très très contrastés sur l'ensemble du XXIe siècle pour avoir l'intégralité de cycles technologiques très très longs. À gauche, sur la partie gauche, eh bien, on a ce qui se passerait si on vivait durablement en période de secular stagnation. Et puis à droite, on a ce qui se passerait si on bénéficiait d'un rebond, en quelque sorte, de croissance, d'un rebond de la croissance de la productivité globale des facteurs, avec des effets de cette troisième révolution industrielle liée à l'économie numérique, qui serait une deuxième vague, en quelque sorte, de croissance de la productivité globale des facteurs, une deuxième vague d'accélération et qui nous permettrait de bénéficier de gains de productivité comparables à ceux dont on a bénéficié pour la deuxième révolution industrielle aux États-Unis. Et vous voyez que l'écart est colossal.
l'écart est absolument ahurissant. Dans un cas, la croissance du PIB ne serait que d'en moyenne 1,5% par an aux États-Unis, de maintenant jusqu'à la fin du XXIe siècle. Et dans l'autre cas, on serait à environ 3,5%. Pour vous donner un ordre de grandeur, le PIB par habitant, dans un cas, serait multiplié par 2 d'ici la fin du XXIe siècle. Dans l'autre cas, il serait multiplié par 8. Vous voyez, c'est une différence évidemment considérable pour faire face à tous les défis qui sont devant nous, celui du désendettement, celui du vieillissement de la population, celui évidemment de la soutenabilité de la croissance. À droite, dans l'hypothèse retrouver une période de croissance forte, eh bien on peut affronter ces défis sans crainte. À gauche, évidemment, ça sera beaucoup plus difficile, ça serait beaucoup plus difficile, et on pourrait craindre des risques sur la stabilité sociale et économique des pays développés si on se situait dans ce scénario de secular stagnation. Voilà, donc j'en ai fini de ce plantage, si j'ose dire, de décor par quelques images. Je rappelle, je signalais que toutes les statistiques que je viens de vous montrer sont en libre accès sur le site Long Term Productivity Database qu'on a construit à la Banque de France. Et je vais tout de suite laisser la parole pour 10 minutes, 8 à 10 minutes d'intervention chacun, à nos 4 intervenants, en commençant par Philippe Aghion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gilbert pour avoir organisé cette session et m'avoir invité. Donc, je parle... Ah oui, micro, je vais parler plus fort. Voilà, j'essaie de... Oh là là, j'arrive, je suis là. Voilà, donc cette session sur la stagnation séculaire. L'idée de stagnation séculaire, comme l'expliquait Gilbert, n'est pas nouvelle. En 1938, l'économiste Alvin Hansen expliquait dans sa presidential address devant l'American Economic Association que, selon lui, les États-Unis étaient condamnés à une croissance faible dans le futur. On sortait de la crise de 29 et Hansen n'anticipait pas ce qui allait se passer avec la Deuxième Guerre mondiale et la reconstruction, et donc il anticipait une insuffisance persistante de la demande agrégée, et donc une stagnation séculaire. Et la crise de 2008 a conduit au même genre de prédiction avec Larry Summers et d'autres avec lui, qui reprennent le terme de stagnation séculaire pour décrire une situation qu'ils jugent similaire à celle décrite par Hansen. L'idée défendue par Summers est que la demande en biens d'investissement est si faible qu'il faudrait un taux d'intérêt négatif pour établir le plein emploi et maintenir la production au niveau du potentiel. Alors maintenant, ça c'est une approche un peu en termes de demande insuffisante. Il y a une approche, disons, complémentaire, qui est celle de Gordon. Et Gordon, donc je reprends un peu ce que... C'est la figure qu'il y a... donc la figure, elle est là, voilà. Et donc, vous voyez dans cette figure, vous voyez des montagnes. Alors en fait, à gauche... Le haut il y a une montagne qui va beaucoup plus haut, mais que vous ne voyez pas, qui est coupée en fait, mais elle monte beaucoup plus haut, et c'est la vague de la révolution de la machine à vapeur. Donc ça là, c'était très important, c'est ça qui a vraiment fait décoller la croissance dans le monde. Il n'y avait pas de croissance avant 1820, le monde ne connaît pas de croissance, et c'est vraiment cette révolution qui fait démarrer la croissance. Donc vous avez la première révolution qui est... et ensuite, il y a une deuxième révolution qui est celle que vous avez au milieu, c'est celle de l'électricité et de la chimie, en gros. Hein. Et puis après, vous avez les technologies de l'information et de la communication qui sont le petit monticule à droite. Et si vous voulez, la vision de Gordon, c'est de dire qu'au début, on a eu la grosse révolution qui est la machine à vapeur. Ensuite, ça a été un peu moins bien, ça a été l'électricité, et encore moins bien les technologies. Et sa vision à lui, c'est qu'en gros, les innovations, les grandes révolutions technologiques, c'est comme un arbre fruitier. Vous prenez d'abord les fruits qui sont juteux, les plus faciles, et ensuite, c'est de moins en moins juteux. Et lui, sa vision, c'est qu'on extrapole, et qu'en fait, eh bien, la croissance est un phénomène qui va se terminer et que bientôt, il n'y aura plus rien. Voilà. En gros, je caricature un petit peu. Voilà. Et en gros, c'est sa vision. Alors, face à cette vision-là, alors je continue.
Alors moi, je vais aller contre cette vision. Alors, pour aller contre cette vision, je vais d'abord il parle de stagnation séculaire, et moi, je vais d'abord vous expliquer, pour moi, il n'y a pas de stagnation. Il y a peut-être du séculaire, mais il n'y a pas de stagnation. Alors, déjà, je regarde, d'abord, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas mesurées correctement. Par exemple, des innovations qui améliorent la qualité de votre vie sans passer par les prix. Je ne sais pas si Wikipédia est une amélioration de la qualité, mais enfin, c'est très utile. YouTube, il y a une série de choses que vous utilisez qui n'ont pas de prix et qui améliorent votre qualité de vie. Il y a des photos. Avant, les photos, eh bien, on dépensait, il fallait la pellicule, l'appareil photo, etc. Maintenant, après, c'est passé au numérique, et puis maintenant, c'est les smartphones. Donc maintenant, les photos, c'est plus du tout mis par des prix comme ça l'était avant. Donc on sait déjà que dans notre vie, il y a plein de choses, plein de services qui sont rendus et qui passent de moins en moins par les prix. Mais moi, j'ai fait une étude avec des amis où j'ai regardé juste la chose suivante, c'est de dire, je me suis rendu compte, vous voyez, dans ce diagramme, il représente des secteurs aux États-Unis, mais j'ai la même chose en France, et je les range par, plus je vais à droite, plus c'est des secteurs où il y a ce qu'on appelle de la destruction créatrice, c'est-à-dire des nouveaux biens qui remplacent des anciens biens. Et en fait, j'ai besoin de ma bouteille d'eau, parce que c'est toujours Oui, tu m'as mis l'eau, mais je serais plus mieux avec la bouteille. Merci beaucoup, Gilbert. Et donc, ce qui est intéressant, et ce que je représente en ordonnée, c'est la corrélation entre la quantité d'innovation mesurée par les brevets dans le secteur et la croissance mesurée. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une espèce de courbe descendante. Plus le secteur est sujet à de la destruction créatrice, moins l'innovation est reflétée dans la croissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on veut comprendre pourquoi c'est comme ça. Et c'est comme ça parce que je vais vous raconter toujours mon histoire de ma bouteille d'eau. Je prends une bouteille d'eau. Ce qu'on sait mesurer, c'est la valeur monétaire des biens. Donc je sais quelle était la valeur monétaire hier et aujourd'hui. Si je ne change rien à la bouteille et que la valeur monétaire a augmenté, je sais que c'est purement de l'inflation. Mais mettons que maintenant que je fais une petite amélioration, je remplace ce bouchon par un bouchon un petit peu mieux, parce que celui-là est déjà pas mal, eh bien, je pourrais plus ou moins dire, et que je vois que la valeur monétaire de l'objet a augmenté, je peux plus ou moins dire, ça c'était de l'inflation, et ça c'est de l'augmentation de la qualité du bien. Donc, mais quand un bien est remplacé par un autre, alors on ne sait pas faire, parce qu'on compare des pommes et des poires, et on ne sait pas faire. Et ce que font les instituts de statistiques, eh bien, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle de l'imputation. Les Américains appellent ça imputation, les Européens appellent ça extrapolation. Mais c'est le même truc qui n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'ils font typiquement ? Ils disent, voilà, vous prenez des catégories de biens, et on sait que, eh bien, pour calculer l'inflation pour cette catégorie de biens, on va se restreindre aux biens qui sont restés entre hier et aujourd'hui. Donc cela, on peut dire qu'on peut calculer l'augmentation du prix. Et on va faire de l'extrapolation, on va dire, il y a d'autres biens qui ont été remplacés, mais tant pis, on les ignore. Et on va supposer que le taux d'inflation que j'ai mesuré en me restreignant aux biens qui n'ont pas été remplacés, eh bien, il va s'appliquer à toute la catégorie de biens, y compris ceux qui ont été remplacés. Alors, je vais vous faire une petite démonstration numérique. Vous êtes à 5 heures de l'après-midi. Regardez là sur le transparent. Supposez que vous avez... le total, c'est 100% de biens. Supposez que sur 80%, il n'y a pas d'innovation. Il reste entre hier et aujourd'hui, et l'inflation est de 4%. Supposez que sur 10% des biens, c'est comme ma bouteille qui est restée entre hier et aujourd'hui, mais j'ai amélioré le bouchon. D'accord ? C'est de l'innovation sans destruction créatrice, et que l'inflation, c'est moins 6%. Je regarde les prix corrigés pour la qualité. C'est pour ça que j'ai de l'inflation négative. Et supposons que sur 10% des biens, et là, il y a de la destruction créatrice et que là aussi, il y a moins 6% d'inflation. Et supposez que l'inflation réelle, c'est 2%, que la croissance réelle, en valeur réelle, c'est 2%. Comme j'observe la croissance monétaire, c'est 4%. C'est l'inflation plus la croissance réelle. Donc ça, on l'observe bien. Mais on ne sait pas le décomposer. La vérité, c'est 2 et 2. Mais l'Institut de statistique, il ne va pas dire 2 et 2. Qu'est-ce qu'il va faire, l'Institut de statistique ? Il va se restreindre aux biens qui n'ont pas été sujets à destruction créatrice. Vous voyez, aux 2 premières catégories. Et il va dire, j'ai 4% d'inflation pour 8 neuvièmes, et puis j'ai moins 6% d'inflation pour 1 neuvième, parce qu'ils vont ignorer les 10% sujets à destruction créatrice. Donc ils vont trouver en moyenne un taux d'inflation de 2,9, et ils vont dire, comme j'ai observé une valeur nominale qui a augmenté de 4%,
et que moi je pense que le taux d'inflation est de 2,9, ben, j'en déduis que la croissance réelle c'est 1,1. Et du coup, ils ont sous-estimé la croissance réelle de 0,9. Et ça, c'est la croissance manquante. C'est ça l'idée, d'accord? Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, en France, par exemple, entre 2006 et 2013, c'est incroyable, la croissance manquante est plus grande que la croissance de la productivité manquante et plus grande que la croissance de la productivité mesurée. Donc ça représente, oui, oh là là, je suis presque, oui, je vais arriver au... Donc c'est quand même très important, et aux États-Unis, ça représente aussi pas mal, un peu moins que... Mais vous voyez, aux États-Unis, ça veut dire que la croissance de la productivité sur la période 2006-2013, donc vous incluez la crise, eh bien c'est 1,72. Nous, si on vous dit 1,72 de croissance de la productivité, donc je ne compte pas la croissance des facteurs. Si je mets le total, je suis au-dessus de 2 largement. Donc nous, on est au nirvana à une croissance de plus que 2. 2,5, c'est Byzance. Donc moi, je n'appelle pas ça de la stagnation. Donc si vous voulez, quand on parle de stagnation, il n'y a pas de stagnation aux États-Unis. Voilà, donc voilà, il y a 1,72. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que c'est la partie stagnation. Maintenant, il y a la partie séculaire, c'est-à-dire que ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, la croissance, la partie manquante a été plus ou moins constante au cours du temps depuis 30 ans. Ça veut dire qu'on est au-dessus de ce qu'on dit, mais il y a quand même des croissances au cours du temps. Vous voyez, la croissance mesurée de la productivité, elle baisse, et nous, on est au-dessus et on baisse. Donc, il n'y a pas stagnation, mais il y a quand même une décroissance au cours du temps. Et donc, ce qu'on veut expliquer, c'est la baisse séculaire. Mais je ne parle plus de stagnation séculaire. Maintenant, je veux expliquer la baisse séculaire. Stagnation, il n'y a pas. D'accord? Donc, la stagnation séculaire. Alors là, il y a eu des tentatives d'explication. Et là, Jean-Luc m'en a donné encore une. Peut-être c'est celle de Jean-Luc qui est la bonne. Voilà. Et donc, il y a plusieurs idées que je vous soumets. Et tout ça est à discuter et à faire encore beaucoup de recherches dessus. D'abord, j'ai des collègues à Stanford, Nick Bloom, John Van Reenen qui est au MIT et Chad Jones qui est à Stanford également, et un quatrième co-auteur. En général, quand je fais ça, le quatrième co-auteur est dans la salle, dit c'est moi, et je suis toujours un peu gêné. Les idées sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc eux, leur idée, c'est que dans chaque secteur, c'est de plus en plus dur d'innover. Mais moi, ça ne me convainc pas beaucoup parce que c'est vrai que dans un secteur, on a des rendements décroissants, mais au début, on trouve des grands trucs, et puis après, de moins en moins, mais on trouve de nouvelles idées. D'accord? Je sais, j'arrive. Donc ça, c'est une première idée. La deuxième idée, c'est que ça, c'est une idée due à Gilbert, donc beaucoup, hein, c'est que la croissance est liée à la dynamique des entreprises. Et en général, l'idée que les meilleurs grandissent au détriment des moins bons, et il y a un processus de sélection des entreprises. Et l'idée de Gilbert pousse beaucoup, et on travaille ensemble là-dessus, c'est de dire que peut-être qu'il y a eu une détérioration du processus de sélection. Par exemple, avec le relâchement du crédit, qui a eu des bons côtés par ailleurs, a pu avoir l'effet pervers de faire que la sélection s'est détériorée. Donc c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas eu le processus en anglais de up or out, est-ce que ce processus-là s'est mis à moins bien marcher qu'avant? Donc ça, c'est toute l'idée de, est-ce qu'il y a une détérioration dans la sélection des entreprises les plus performantes? Il y a encore une autre type d'explication qui est en filigrane, mais elle n'a pas été vraiment développée, c'est de dire aux États-Unis, quand il y avait la guerre froide, le département de défense, il y a eu, par exemple, au moment de la guerre froide, on a créé la NSF, qui est l'institut qui finance la recherche fondamentale. Nous, en France, on a un truc qui s'appelle l'ANR, c'est très sympa, mais évidemment, comparé à la NSF, c'est pas, voilà, j'essaie de pousser pour qu'on augmente beaucoup le financement de l'ANR. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, si vous voulez, ils ont créé la NASA, la NSF et le NIH, qui est le National Institute of Health, au moment de la guerre froide. Et puis leur idée, c'était de dire comment Gagarine va dans l'espace et nous, on n'a personne dans l'espace. Donc, il fallait investir. Et donc, il y avait une époque de rivalité. Est-ce qu'il n'y a pas eu le fait que la fin de la guerre froide a mis fin à cette rivalité et que du coup, on a arrêté d'investir autant, l'État s'est désengagé, et on sait qu'il y a un désengagement aux États-Unis du financement de la recherche fondamentale et de ce qui est le plus frontière. Est-ce que ça, c'est un élément qui joue? Jean-Luc me dit peut-être que les préférences ont évolué, et ça, c'est aussi une piste très intéressante. Est-ce qu'il y a eu une évolution des préférences des consommateurs au cours du temps, qui est aussi une hypothèse intéressante? Voilà, donc en tout cas, maintenant, on travaille sur ces différentes hypothèses, et l'idée, c'est de dire peut-être qu'il y a un peu de tout ça, mais on aimerait pouvoir quantifier qu'est-ce qui est responsable de temps. On aimerait pouvoir décomposer la baisse séculaire avec ses différentes composantes. Voilà.
Alors moi, je veux juste terminer en disant, je pense que je termine toujours sur une note optimiste, parce qu'on me reproche souvent d'être optimiste, mais je le suis. Je pense que la baisse séculaire n'est pas inéluctable. Pourquoi? Pourquoi je ne partage pas le pessimisme de Gordon? D'abord parce que je pense que la révolution des TIC, des technologies de l'information et de la communication, et l'intelligence artificielle, qui est son développement le plus récent, et la révolution numérique, si vous voulez, affecte non seulement la technologie de production des biens et services, mais ça affecte la technologie de production des idées. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Vous savez, la recherche, on interagit avec des gens. Avant, il fallait être au même endroit. Maintenant, il faut être un peu au même endroit, mais on peut maintenant faire Skyper, le Dropbox, le machin, on peut interagir avec des chercheurs loin. Donc la technologie de production des idées s'est énormément améliorée. Donc ça se reflète après dans la croissance, vous voyez. Et puis l'intelligence artificielle, il joue un rôle. On a des facteurs intelligents qui sont des facteurs de recherche. C'est-à-dire que la recherche maintenant elle est faite par nous, mais on se fait aider de machines qui elles résolvent des problèmes. Donc je veux dire, c'est quand même, ça fait une énorme différence qui nous permet de nous consacrer à des nouveaux domaines. Comment ça peut ne pas avoir d'effet? Deuxièmement, deuxième chose, c'est que la rente à l'innovation n'a jamais été aussi importante. Vous innovez maintenant avec la mondialisation, vous pouvez vendre votre innovation partout. Et donc l'incitation à innover n'a jamais été aussi grande que maintenant. Et alors finalement, je pense que la politique économique peut inverser la tendance, parce que j'ai dit tout à l'heure investissement, mais ça c'est des choses qu'on peut changer. Sélection, c'était lié au crédit. Si c'est lié au crédit, ben, on peut changer, c'est lié à la politique, d'accord? Donc, et notamment l'investissement dans l'économie du savoir. Je pense par exemple que nous, en France, on sous-investit dramatiquement dans l'économie du savoir et dans la recherche fondamentale. Il faut que j'essaie d'expliquer au gouvernement actuel que ça ne suffit pas de dire je mets 10 milliards dans l'innovation industrielle et je ne mets rien du tout dans l'enseignement supérieur et les recherches fondamentales. C'est une erreur fondamentale. Je pense qu'il se trompe complètement. Et il faut le dire et le dénoncer et dire il faut rééquilibrer. Deuxièmement, on sait que si c'est un problème de dynamique des entreprises, comme tu disais Gilbert, eh bien il y a ce qu'on appelle les réformes structurelles pour dynamiser le marché des biens et services et le marché du travail. Et je termine toujours en disant, vous voyez la France, c'est la croissance des entreprises avec l'âge. Aux États-Unis, avec l'âge, on croît, donc c'est l'âge, et puis après c'est la taille des firmes. Aux États-Unis, les entreprises, eh bien elles croissent avec l'âge, ce qui montre que les bonnes entreprises peuvent investir et qu'il y a un processus de sélection. En France, on est comme le Mexique pratiquement, vous voyez. Donc peut-être qu'avec les réformes, la France va devenir plus comme les US et moins comme le Mexique, d'accord? Et vous voyez la Suède, je termine toujours par la Suède, puisque ma compagne est suédoise, c'est pour ça, et j'adore le modèle suédois. Si vous regardez à droite, les Suédois ont fait, en début des années 90, des grandes réformes de l'État et de leur système fiscal, et ils ont quadruplé leur taux de croissance. Vous voyez, c'est la productivité du travail en Suède. Vous voyez, elle augmente très lentement jusqu'au début des années 90. Et puis après, il y a une accélération incroyable. Et en fait, vous voyez en bas, vous voyez que le taux de croissance de la PGF annuelle moyenne était de 0,4 entre 76 et 92. Elle passe à 1,9 entre 92 et 2008. Donc, les réformes sont payantes. Voilà, je vous en termine là. Merci beaucoup de votre patience. Merci Philippe. Au passage, on salue tous ta compagne, et puis on laisse la parole à Michel. Michel Guillette. Vous avez dit, je ne sais pas pour ceux qui étaient tout à l'heure, en économie, il n'y a absolument pas de paradigme unique. Et là, on a des choses complètement différentes de ce qu'on va dire. Pour nous, je dis pour nous parce que ça sort d'un rapport collectif qui n'est pas encore publié, mais qui arrive à la fin pour le compte de la Caisse des dépôts sur la croissance. Et Gilles et moi faisons partie de l'équipe qui a fait ce rapport. Donc ces travaux-là sont actuels, sont ceux qui sont les plus récents. Alors, le lien essentiel pour nous, d'abord, c'est l'idée suivante. La stagnation séculaire est une métaphore, pas plus. Une métaphore pour désigner la possibilité d'équilibres multiples macroéconomiques, alors que la théorie standard suppose un seul équilibre unique de plein emploi, qui ne peut être perturbé que par des chocs exogènes. Donc, le problème qui se pose de notre point de vue, c'est l'interaction de la finance et de la macroéconomie qui s'est développée, disons, après la crise inflationniste des années 70. Et le point intéressant, c'est que cette interaction crée ce type de ce qui serait une perversité dans la théorie standard, puisque la théorie standard suppose que la finance est efficiente. Si la finance est efficiente, il ne peut y avoir qu'un seul équilibre de plein emploi. Comme le disait Friedman, dans ce cadre-là, toute spéculation est équilibrante, puisque les gens savent
quelle est ce qu'on appelle la valeur fondamentale, c'est-à-dire la trajectoire de croissance. Elle est connue de tous jusqu'à l'infini. Et en conséquence, évidemment, dès lors qu'on s'en sort de là, c'est-à-dire dès qu'il y a un choc, évidemment, les gens savent où aller. Et donc, en faisant une spéculation équilibrante, ils retournent vers l'équilibre. Eh bien, la finance ne fonctionne pas comme ça, voilà notre point de vue. Et du fait qu'elle ne fonctionne pas comme ça, eh bien, les choses se passent différemment en ce qui concerne les rapports entre finance et macro. Alors, elle ne fonctionne pas comme ça, en particulier depuis les années... alors, c'est lequel qu'il faut faire marcher? Je ne sais pas. C'est celui-là. C'est celui-là, le deuxième. C'est le deuxième. Voilà, celui-là. À droite, tu avances. Voilà, c'est bon. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Tourne dans l'autre sens, Michel. Oui, voilà. Ah, mais c'était pas celui-là, oui, c'est l'autre, oui, d'accord. Ça ne marche pas mieux, hein? Non. Attends. Eh ben, Je regarde. bon, ça le sort. Il n'est plus du tout dans le truc. Non. Voilà, c'est bon. Non, c'est lequel? Ah, voilà, c'est celui-là. Hein? C'est comme ça. C'est dans ce sens, c'est celui-là. C'est celui-là, ok. Le deuxième, Bon. voilà. Ah, mais c'est pas évident parce qu'on les a difficilement. Voilà. L'idée est la suivante. Il y a une transformation essentielle des régimes de croissance. Pensez à est-ce que c'est la même chose en termes d'évolution de la productivité et des salaires? On n'a pas parlé tout à l'heure que le salaire réel médian aux États-Unis n'a pas augmenté depuis plus de 30 ans. Et que vous êtes dans un monde d'inégalité, de fragmentation sociale, c'est ça notre société. Ben oui, la productivité ne suffit pas si elle n'est pas distribuée. Et si elle n'est pas distribuée, ça veut dire qu'il n'y a pas la bonne régulation. Donc, en effet, supposez des entreprises qui sont considérées comme des entités collectives, qui ont un ensemble de partenaires qui font coopérer. Pour ce faire, évidemment, ils doivent prendre en compte les intérêts de tous ces partenaires. Et il faut des mécanismes de régulation, des formes de médiation pour ça. Dans le régime de croissance de l'entre-deux-guerres, cette forme s'appelait la négociation collective des salaires. La négociation collective des salaires indexait le salaire réel sur la productivité anticipée et donnait de cette manière-là aux entreprises une indication du long terme. Si vous pensez que les revenus de ceux qui achèteront vos produits vont croître comme la productivité que vous engendrez, vous avez intérêt à engendrer de la productivité et vous savez que la consommation va suivre, puisque vous pensez bien que les salaires vont suivre. C'est le régime de croissance de l'après-guerre. Supposez maintenant qu'on vous dise la chose suivante, qu'on dise aux entreprises la chose suivante. Mais à partir de maintenant, vous ne regardez que les intérêts des actionnaires. Ce qu'on appelle la valeur actionnariale, le principe de la valeur actionnariale. La seule chose qui, par conséquent, est essentielle, ce qu'on appelle le rendement total des actionnaires, qui va dépendre des dividendes distribués et de l'augmentation des cours boursiers. Pensez-vous que les entreprises vont investir de la même manière dans les deux régimes de croissance? Évidemment non. La question, elle est là. Ce qui se passe, c'est celui-là. Regardez ce qui se passe là-dedans. Si vous regardez ce qui est essentiel, c'est donc cette idée de gouvernance des entreprises liée aux seuls intérêts des actionnaires, premier principe essentiel, et le deuxième, c'est la globalisation, qui va jouer un rôle essentiel à partir des années 80. Eh bien, les relations fondamentales, celles qui sont là, à aucun moment les salaires n'y jouent un rôle. C'est devenu une variable périphérique, qui n'est plus une variable centrale du mode de régulation. Eh bien, ça va avoir de grosses conséquences à venir. Alors, ces grosses conséquences, c'est ce qu'on appelle le cycle financier. L'idée, c'est que la finance n'est pas efficiente, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas les valeurs du futur, mais qu'elle est au contraire essentiellement, il suffit de regarder comment les marchés boursiers ont fonctionné quand même, déterminée par la liquidité. La liquidité est ce qui gère essentiellement le fonctionnement des marchés. Or, on est passé essentiellement d'une finance de banque à une finance de marché. Une finance de lien direct relativement, disons, assez direct, avec une continuité de rapport entre les entreprises et leurs banquiers, à une finance de marché, qui est prépondérante, et où les banques sont devenues des intermédiaires de marché. Eh bien, ce qui est essentiel, c'est par conséquent la logique du marché. Eh bien, la logique du marché, elle n'est pas ce qu'on dit, elle n'est pas une valeur fondamentale bien connue de tous,
la logique du marché, c'est le cycle financier. Et ce cycle financier est maintenant observé depuis à peu près 25 ans, 30 ans, si on regarde les travaux de la BRI, totalement inconnus et volontairement inconnus des banquiers centraux jusqu'à la crise. Et ne parlons même pas des pouvoirs publics, ils n'en ont jamais entendu parler. Et en conséquence, la finance fonctionne suivant une logique qui n'est pas incorporée dans la gestion des politiques publiques. Et voilà, vous voyez, l'estimation sur l'Europe. Vous voyez que là, vous avez, ce qui est intéressant, c'est que l'échelle est mise de telle manière que ce sont les amplitudes cycliques qui sont là, le trend a été enlevé, etc. Vous voyez deux types de cycles complètement différents. Le premier, il est bien connu, c'est ce qu'on appelle le cycle des affaires, c'est celui qui détermine la conjoncture et dont les variations de l'output gap est la variable essentielle. C'est dans l'ensemble de la zone euro décomposée en différentes zones, de façon à voir les différenciations. Vous voyez que le cycle des affaires est pour l'essentiel synchronique et avec des différences d'amplitude pas très importantes. Ce qui veut dire que si on regarde que le cycle des affaires, l'Europe devrait marcher correctement, puisque l'Europe de la zone euro a une très grande homogénéité en ce qui concerne l'évolution conjoncturelle de courte période. Mais si vous regardez le cycle financier, vous avez une autre chanson. Le cycle financier, quelles sont les variables qui le déterminent? C'est celles qui vont agir sur les bilans, sur le moyen terme et sur les variables de stock, et plus que sur les variables de flux. Donc le cycle financier, c'est essentiellement l'indicateur qui le repère, c'est celui qui définit une logique qui n'est justement pas la logique du retour vers un équilibre fondamental, ce qu'on appelle une logique de momentum. C'est-à-dire la hausse entraîne la hausse, la baisse entraîne la baisse, si vous voulez. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez une amplitude beaucoup plus importante que dans le cadre du cycle des affaires. Et cette amplitude, c'est sur quoi? C'est sur l'interaction de l'endettement au secteur privé et de la hausse du prix des actifs. Actifs complets, c'est-à-dire comprenant en fonction de la part dans les patrimoines des ménages, 3/4 du prix immobilier et 1/4 des actifs boursiers. Et bien vous voyez la différence. Et vous voyez surtout des différenciations extraordinaires, même si vous ne voyez pas très bien, parce que ça ne doit pas être évident de tout voir, encore que là vous voyez mieux que moi. C'est-à-dire que vous avez l'Europe de la zone euro partagée vraiment en deux, disons le bloc, ce qu'on appelle le bloc germanique en quelque sorte, l'Allemagne et des pays qui sont autour de l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Finlande aussi d'ailleurs, qui sont avec un cycle financier amorti et décalé par rapport aux pays qui sont au contraire des pays de grande amplitude, et où vous avez essentiellement l'Europe du Sud, en particulier l'Espagne. Vous voyez là-dedans l'énorme spéculation espagnole et irlandaise aussi, qui joue un rôle là-dedans. Si vous regardez le cycle financier de très grande amplitude par rapport au cycle financier germanique aplati. Il est clair qu'à ce moment-là, dans une zone monétaire unique, vous ne pouvez pas avoir. Avec de telles différenciations financières, vous ne pouvez pas avoir une logique commune et une possibilité, si vous voulez, commune. Et donc ça va jouer le rôle essentiel pour l'Europe. Alors, voyons un peu ce qu'est ce momentum. Il est très simple, finalement, car la finance est complètement prise dedans. Supposez que vous ayez un effet de hausse du prix des actifs. Vous pouvez le prendre comme une surprise, éventuellement, initialement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il augmente le rapport de la richesse nette des acteurs par rapport à leur dette. Ce rapport, par rapport au modèle qu'utilisent les acteurs financiers, il est interprété comme une baisse de la probabilité du risque de défaut, puisque vous avez une hausse de la valeur par rapport aux dettes que les banques financent. Donc, dans leur modèle, il y a baisse de la probabilité de défaut de ceux qui veulent emprunter, et en conséquence, je vais donner plus de crédit. Donc, le levier financier va augmenter pour les emprunteurs, ce qui va créer une hausse du prix des actifs et qui crée donc ce phénomène de boule de neige. Et ça, c'est le processus euphorique. Dans le cadre de la phase dépressive du cycle financier, avez-vous la phase dépressive, si vous vous rappelez où j'en étais tout à l'heure, dans le cadre de la phase dépressive, qui a été extrêmement forte évidemment avec la crise 2008, vous avez l'inverse. Il suffit de mettre des plus là où vous avez des moins, mais vous avez la même logique
qui va être une logique de dépressive par conséquent. Donc, le point crucial, il est là. Si vous avez ça, il n'y a pas de force de rappel. Pourquoi? Parce que les prêteurs ne sont pas stupides. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils prennent en collatéral le bien que l'emprunteur cherche à acheter en demandant de la dette. Donc, prêteurs et emprunteurs, ils ont la même anticipation. Ce n'est pas la même chose que dans le cas d'un marché de biens ordinaires, dans lequel il y en a qui sont des demandeurs et d'autres qui sont des offreurs et qui ont évidemment des anticipations opposées sur le prix. Les uns veulent que le prix monte, les autres veulent que le prix baisse. Là, tout le monde veut que le prix monte, que ce soit les prêteurs et les emprunteurs. Résultat, vous avez ce qui est sur le graphique de droite, hein, l'offre et la demande de crédit de dette évoluent dans la même chose. Là, j'ai fait le cas. Donc, vous ne pouvez pas avoir de hausse de spread. Vous ne pouvez pas avoir de réponse du système de crédit en termes de hausse du prix qui permet de réduire le phénomène. Et donc, d'ailleurs, ça a été pire. Hein, ça a été pire. C'est-à-dire que ce que vous avez eu dans la grande crise, là, ouais, je vais faire un peu comme lui, hein, ce que vous avez eu par rapport à l'avant de la grande crise, c'est une baisse des spreads alors que le crédit explosait. Pas dire qu'on est dans une logique standard et normale hein, de la finance. Et donc le résultat, c'est ça qui va se passer par rapport à ça. À un moment donné, si vous voulez, le caractère, disons, extrême des hausses de prix entraîne des problèmes de solvabilité qui vont se manifester ou une réaction des banques centrales qui finissent par se dire mais ça ne peut pas continuer comme ça. Résultat, il suffit à ce moment-là, si vous avez fait monter suffisamment la boule de neige du momentum d'un événement extrêmement faible pour renverser la totalité et créer un phénomène de panique dans le cycle. Et donc vous avez un phénomène de déflation. Et la déflation de bilan, c'est une autre paire de manches. Parce que la déflation de bilan, sa conséquence, c'est que le désendettement est contrarié. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les prix des actifs vont s'effondrer. Et la dette, elle reste, la dette nominale. Donc la valeur réelle de la dette en termes de prix d'actifs augmente énormément. Et donc la structure des bilans devient totalement déséquilibrée. Et vous avez évidemment des risques d'insolvabilité gigantesques. S'ils sont très importants, comme ça s'est produit dans le dernier cas, le modèle qui exprime ça, il est bien connu, on le connaît depuis longtemps, hein, c'est l'accélérateur financier. Vous voyez ici l'accélérateur financier, c'est-à-dire tout fait boule de neige. Hein, vous n'avez pas de force de rappel. Eh bien, vous n'avez pas de force de rappel dans le cadre dépressif non plus. Et le résultat, c'est l'extrême difficulté à se désendetter. Et pour nous, le problème dit de la stagnation séculaire, c'est fondamentalement l'extrême difficulté de se désendetter. Qui entraîne des effets à la fois sur l'offre et la demande, hein, les deux à la fois, qui interagissent l'un sur l'autre et qui font en effet une croissance très basse. Ce que vous retrouvez, c'est ça. Oui, je termine là. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Tout va dépendre de l'intensité de la crise. Et l'intensité de la crise, c'est quoi? C'est l'écart qu'il y a entre la contrainte de dette limite, la contrainte de dette maximum qui est portée sur les emprunteurs, qui va donc être très faible dans le cas de l'euphorie. Hein. Et au contraire, si vous avez une contrainte de dette très forte à partir du moment où la crise est intervenue, ce qui va se passer, c'est un changement de pente de la courbe de demande. La courbe de demande globale, au lieu d'être à pente négative, elle est en pente positive. Et si elle est à pente positive dans une zone qui est celle qui est là, la zone de gauche, vous voyez que la courbe de demande devient croissante du prix, parce que si le prix baisse, la dette réelle augmente encore plus fort, et donc il y a encore moins de demande, hein, c'est une fonction croissante du prix, et le résultat, c'est que ça vous donne un équilibre, qui est un autre équilibre, donc je parlais d'équilibre multiple, ici il y a double équilibre, un équilibre de basse croissance, par rapport à l'équilibre de plein emploi que vous avez, hein, donc là vous avez les, je ne me rappelle plus trop quels sont les... C'est A, l'équilibre de plein emploi, je t'en prie. A, l'équilibre de plein emploi et B, l'équilibre de sous-emploi. Donc pour nous, il n'y a pas de mystère. Hein, je veux dire, la question dite de stagnation séculaire qui n'est venue qu'avec la crise, hein, la baisse de croissance de longue période, c'est une toute autre affaire. L'idée de stagnation séculaire qui est venue qu'avec la crise financière, eh bien, elle est essentiellement en termes macroéconomiques, eh bien, les faits qu'en effet, on a convergé sur une période assez longue, sur un équilibre de sous-emploi.
Mais rien ne dit qu'on ne peut pas en sortir. Si on mène les bonnes politiques, si on ne mène pas des politiques d'austérité simultanées, comme on l'a fait en 2011-2013 en Europe, on n'aurait pas eu ça. Et donc, vous voyez que ceci est finalement, il n'y a pas de mystère de stagnation séculaire. Merci Michel. Tout de suite, on passe à Gilles parce que le temps passe très vite. On a éclaté les compteurs. Voilà, donc, c'est bon, là. Bonjour, alors je vais prendre la suite de Michel. Vous allez comprendre que, effectivement, pour expliquer la stagnation séculaire, si on y croit, en tout cas, il y a peut-être une approche par le progrès technique et puis plutôt une approche par la demande. Et donc, moi, je vais vous parler plutôt de ce qu'on peut dire du côté de la demande avec, en présentant des choses sur un indicateur qui est très important de stagnation séculaire, c'est l'évolution du taux d'intérêt naturel de l'économie. Et en vous expliquant qu'un des signes que les économies sont déprimées, peut-être et durablement déprimées, c'est que ce taux d'intérêt réel, non seulement il a baissé de manière constante, mais il reste bas, et évidemment, c'est ce qui nous pose des problèmes. Alors, je vais passer sur ce slide, comme ça je vais gagner un peu de temps. Le taux d'intérêt naturel, je vous rappelle ce que c'est à quel niveau le taux d'intérêt qu'on observe dans une économie devrait être pour que la production soit à son potentiel. D'accord ? Bon. On ne l'observe pas, mais on a différentes façons de le mesurer. Ce que vous avez sur le graphique, donc les courbes qui sont en vert, ce sont les courbes, ce sont les estimations que nous avons faites sur le taux d'intérêt naturel dans les pays. Et puis ce que vous avez en rouge, c'est en comparaison les taux longs réels des économies, ceux qui dépendent de ce qui se passe sur les marchés financiers et qui dépendent de la politique monétaire. Alors plusieurs observations. Première observation, vous voyez que ces taux d'intérêt naturel, dans la plupart des pays, ils ont été en baisse constante depuis longtemps. Donc c'est un phénomène qui démarre bien avant la crise. Et puis ce que l'on observe depuis la crise, c'est que ces taux d'intérêt, ils sont très faible, à zéro, voire négatif. Alors, première chose que j'ai envie de dire sur ces graphiques, c'est que vous avez peut-être deux pays, pour essayer d'avoir une intuition de ce que nous disent ces taux d'intérêt réels. Vous avez deux pays qui sont par exemple l'Allemagne et le Japon. Vous voyez que ces taux d'intérêt naturels sont très bas depuis longtemps, et c'est la caractéristique d'économies dans lesquelles vous avez structurellement un excédent d'épargne. D'accord ? Donc, le taux d'intérêt a tendance à rester au plancher. Et donc, c'est ça le signal un petit peu de ce qu'on va appeler la stagnation séculaire, c'est que, je vais venir un petit peu plus loin, c'est le fait que dans les économies où vous avez du sous-investissement, où la consommation n'est pas très importante et où les pays ont tendance à épargner de manière excédentaire, eh bien, ça se voit dans le fait que les taux d'intérêt sont très bas. Alors, la question qui nous intéresse, évidemment, donc je vais passer là-dessus, hein, vous avez tous compris que l'explication que je vais donner, elle est du côté de la demande. Bon, vous avez deux explications. Certains économistes pensent que c'est d'abord une question d'inefficacité dynamique, que le rendement du capital est faible, et donc c'est ce qui explique que les taux d'intérêt naturels sont bas, et les chiffres n'ont pas du tout ça, le rendement de l'investissement n'est pas du tout bas aujourd'hui. C'est, nous semble-t-il, plutôt une explication du côté de la demande. Alors, la question qui est importante est la suivante. Si vous vous rappelez des graphiques que je vous ai montés précédemment, le taux d'intérêt naturel est à zéro. Et si vous voulez sortir les économies de cette situation qui reflète une situation de stagnation séculaire, il faut que les taux d'intérêt observés des économies passent en dessous, bon, au moins au niveau des taux d'intérêt naturels, mais sinon en dessous. Et donc, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Ça veut dire qu'il faut que ces taux d'intérêt qui sont observés, donc qui dépendent de la politique monétaire, etc., soient suffisamment bas pour sortir les économies de leur léthargie. Alors je vais prendre juste plusieurs exemples qui ont été sélectionnés dans tout ce que nous avons fait. Le cas de l'Italie. Prenez le cas de l'Italie. Donc sur ces graphiques, vous avez plusieurs choses. Vous avez à droite l'évolution du PIB par tête. Regardez ce qui se passe après la crise de 2008. Après la crise de 2008, donc, la courbe qui est en vert, c'est le PIB potentiel. Donc la crise de 2008, ce qu'elle va faire en Italie, c'est qu'elle va provoquer des pertes de PIB potentiel. Vous voyez que la courbe qui est en vert, elle décline. Vous voyez, elle regarde vers la droite. Elle décline. Donc l'Italie a perdu des PIB potentiels sans jamais le rattraper.
Et en termes maintenant de croissance potentielle, parce que ce qui compte, c'est la croissance sur le moyen terme. Si vous avez 2% de taux de croissance aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il faut regarder, c'est sur le moyen terme, quel est le taux de croissance structurel. Vous voyez que dans le cas de l'Italie, si vous comparez donc la période qui suit la crise et la période qui précède la crise, en fait, l'Italie, si vous regardez les niveaux, donc en Italie, on a aussi perdu des taux de croissance potentiels parce qu'on ne retrouve pas les niveaux qui ont été observés auparavant. Et donc, dans le cas de l'Italie, vous voyez que si vous regardez maintenant la courbe des deux taux d'intérêt réel et naturel, le taux d'intérêt réel pour l'Italie passe en dessous du taux naturel, mais ça n'est pas suffisant pour faire sortir le pays de cette trappe, entre guillemets, de stagnation séculaire. Et ça se reflète en deux choses. Si vous regardez l'écart de production, ce qu'on appelle l'output gap, cet output gap, il reste très faible. Il faudrait, quand une économie redécolle, l'écart de production s'ouvre, il devient très positif. Et ce régime n'est pas créateur, ça ne permet pas de faire baisser le chômage. Vous voyez sur le graphique qui est en bas que le taux de chômage reste vraiment très au-dessus dans le cas italien par rapport à son niveau structurel. Alors, on va comparer ça maintenant au cas de l'Angleterre. Dans le cas de l'Angleterre, vous avez... bon, alors, je ne vais pas tout commenter, mais vous voyez que le taux d'intérêt réel, la courbe qui est en rouge pour le taux d'intérêt réel passe en dessous du taux d'intérêt naturel. Ça a permis à l'Angleterre, après la crise, après avoir perdu du PIB potentiel, de le retrouver. Mais on voit que c'est un peu compliqué dans le sens où l'Angleterre ne parvient pas complètement à récupérer ses croissances potentielles, son taux de croissance potentiel observé pendant les périodes précédentes. Vous voyez quand même que dans le cas de l'Angleterre, le taux de chômage diminue. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce sera valable aussi pour les États-Unis. Il faut être très prudent quand on interprète les causes de la baisse du taux de chômage dans ce genre de pays. Vous avez un certain nombre ce n'est pas forcément que la situation s'améliore parce que vous voyez sur le graphique vous voyez que l'Angleterre n'a pas complètement rattrapé sa croissance potentielle. Les États-Unis, alors c'est le cas exceptionnel entre guillemets parce que là, alors ils gagnent sur tous les tableaux. Vous voyez qu'après la crise, ils regagnent du PIB potentiel. La croissance potentielle, vous voyez, n'a jamais vraiment décliné. C'est la courbe qui est en vert sur le graphique de gauche. On voit que ça continue à monter. Le taux d'intérêt, alors ceci se produit aux États-Unis. C'est d'autant plus intéressant aux États-Unis que le taux d'intérêt la courbe en rouge, donc le taux d'intérêt réel, reste au-dessus du taux d'intérêt naturel, même s'il s'en est rapproché. Et puis vous voyez, si vous regardez ce qui se passe du côté de l'écart de production, que, eh bien, à la différence de ce qu'on observait pour l'Angleterre et pour l'Italie, là, les écarts de production redeviennent positifs de façon très rapide. Alors, je ne vais pas tout montrer, je vais prendre le cas de la France. Dans le cas de la France, si je dois résumer, donc là, on a un pays dans lequel, après la crise, on récupère les taux de croissance potentiels qui ont été perdus. Donc c'est le graphique de gauche. Mais vous voyez que c'est une croissance qui n'est pas suffisante pour regagner des emplois, parce que vous voyez sur le graphique qui se situe en dessous que le taux de chômage reste, c'est la différence avec l'Angleterre, le taux de chômage reste très largement au-dessus de son potentiel. Alors, je vais, avant de continuer, prendre le cas de l'Allemagne. Donc, on est dans une situation qui est différente, plutôt proche de celle des États-Unis. Regardez bien la différence entre l'Allemagne et la France. Si vous regardez le taux de chômage, là, la courbe qui est en rouge est véritablement en dessus. Et c'est un des pays dans lequel on est arrivé à la fois à récupérer de la croissance potentielle et puis à retrouver les niveaux de PIB qui ont été perdus précédemment avec un output gap qui reste positif. Alors, en fait, je vous montre tous ces graphiques pour dire deux choses, pour dire que le problème de la stagnation séculaire, un des problèmes va se poser dans le fait que si vous voulez avoir une croissance économique qui soit suffisamment génératrice d'emplois, il faut avoir des taux d'intérêt réels qui soient... il faut arriver à faire baisser les taux d'intérêt réels, à les rendre aujourd'hui négatifs. Or, la difficulté aujourd'hui, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, si vous regardez les taux d'intérêt nominaux à long terme, ces taux d'intérêt nominaux sont très bas pour
plein de raisons, à cause des politiques monétaires qui sont très expansives, etc. Mais on a un gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de l'inflation. On a un vrai problème dans les pays industrialisés, c'est que, et c'est le deuxième point sur lequel je vais dire quelques mots, on a du mal, il faut absolument faire revenir de l'inflation, sinon ces taux d'intérêt réels, on n'arrivera pas à les faire baisser facilement. Donc je vais dire quelques mots là-dessus. Alors, première chose, sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire revenir l'inflation. Premier point important, c'est un phénomène généralisé. Si vous prenez les taux d'inflation sous-jacents, c'est-à-dire le taux d'inflation structurel, celui qui est stable quand on a enlevé les composantes qui sont volatiles, vous prenez depuis 1990, donc la crise n'a pas forcément quelque chose à voir nécessairement avec ça. On va voir les taux d'inflation sous-jacents ont décliné de manière régulière depuis fort longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, mais dans certains pays, c'est même un peu dramatique. Le Japon, on voit que les taux d'inflation sont vraiment extrêmement bas au Japon. Alors, d'inflation sous-jacente. Point important, c'est un phénomène mondial, et alors je veux dire séculaire dans le sens où la baisse tendancielle de l'inflation que l'on observe, ça ne date pas de la crise. C'est quelque chose qu'on observe dès le milieu des années 90. C'est vraiment un phénomène mondial. Alors, aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'économistes qui essaient de comprendre d'où ça peut venir. Donc, nous, dans le rapport dont Michel vous a parlé, il y a tout un chapitre qui est consacré à ça, essayer d'expliquer d'où peut provenir la baisse séculaire de l'inflation. Je vais juste vous donner ici quelques éléments explicatifs. Premier élément explicatif, la globalisation, la mondialisation. Vous avez une internationalisation des chaînes de valeur. Vous avez l'entrée dans le commerce international d'un certain nombre de pays qui jouent la compétitivité, les pays émergents, etc. Et évidemment, comme les économies sont ouvertes, l'inflation importée pèse, enfin fait baisser le niveau d'inflation. Donc le premier point. Deuxième point, il y a une déconnexion entre l'inflation salariale et l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Donc ça, c'est un autre phénomène qui est assez intéressant à observer, c'est qu'on n'a plus ce lien automatique que l'on observait il y a quelques décennies entre il n'y a plus, si vous voulez, la boucle prix-salaire, le lien entre la croissance des salaires et puis la croissance des prix. Et puis, un autre phénomène, c'est que quand on regarde au niveau des échanges qui ont lieu au niveau mondial, la part des différentes catégories de biens qui sont échangés, eh bien, depuis très longtemps, et donc c'est un phénomène qui tend à s'accroître, on échange beaucoup plus de biens intermédiaires que de biens finaux. Et 2 minutes ? 1 minute. Bon, on échange beaucoup plus de biens intermédiaires que de biens finaux, et évidemment, quand vous regardez les prix qui correspondent, les prix de la première catégorie de biens a diminué. Alors, puisqu'il me reste 1 minute, je vais dire quand même quelques mots sur quelque chose qui est important, qui concerne les anticipations d'inflation. Ça va être très difficile qu'il y ait de l'inflation si les anticipations d'inflation sont orientées à la baisse. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Vous avez des tas de travaux qui sont faits là-dessus. Blanchard, etc., a fait des travaux dessus. Une demi-seconde. Ce que montre Blanchard, c'est que vous voyez la politique de grande modération qui a consisté pour les banques centrales à dire, voilà, l'inflation pour nous, c'est très important, on va se fixer une cible de 2%, et puis on va faire ce qu'on appelle du ciblage d'inflation. Les marchés, etc., ont été habitués à ça, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de désancrer les anticipations. C'est-à-dire que les gens ne croient pas, entre guillemets, on va dire que les politiques qu'on appelle de forward guidance, qui consiste à dire, écoutez, on va faire tout ce qui est possible pour que l'inflation revienne, les gens n'y croient pas trop parce qu'ils ont été habitués à ce que les banques centrales fassent de l'inflation targeting. Et donc, pour conclure, ce qu'un certain nombre de personnes suggèrent aujourd'hui, c'est peut-être qu'il faut changer du point de vue des banques centrales, faire plutôt du ciblage des prix, changer d'objectif pour prendre un objectif de ciblage nominal, etc., si on veut faire revenir l'inflation. Gilbert m'a coupé, donc je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Gilles. Si on veut avoir le temps de quelques questions, voilà. Et la
La parole est à toi, Cécilia. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais prendre un cap assez différent, revenir un peu sur ce que Philippe disait et l'idée de Gordon de ces ralentissements de la croissance à long terme. Et donc, Bob Gordon parle du progrès technologique comme un bateau qui avance dans la mer. Et il parle aussi de toute une série de vents contraires, comme il dit, qui ralentissent ces bateaux. Ce sont des vents qui, pendant plusieurs siècles, ont favorisé la croissance et plusieurs auteurs maintiennent que maintenant, ils sont en train de ralentir la croissance. Il y a des aspects qui me semblent particulièrement intéressants, qui sont l'éducation et la démographie. Concernant l'éducation, l'histoire qu'on a est que l'augmentation dans la qualité de la force du travail a été un élément majeur dans la croissance au cours des 150 dernières années, mais maintenant, c'est quelque chose qui est fini. Les taux de participation dans l'éducation supérieure sont très élevés et on n'a pas de raison pour vouloir continuer à les faire augmenter parce qu'en effet, ce qui nous disent certains auteurs, on trouve qu'il y a beaucoup de diplômés universitaires qui ont des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Et donc, on n'a plus besoin d'investir en éducation et ça, ce n'est plus une force qui va augmenter la croissance. Il y a plusieurs aspects démographiques que la littérature a évoqués. Et entre eux, il y a l'effet que la participation des femmes dans les marchés du travail a été aussi une force majeure dans la croissance. Excuse-moi. À nouveau, l'argument qu'on trouve dans la littérature est que cette augmentation de la participation féminine est en train de s'arrêter. Elle a augmenté fortement jusqu'aux années 90 dans les pays de l'OCDE et depuis, elle stagne et on nous dit qu'il n'y a aucune raison pour penser que la participation des femmes va augmenter, donc leur contribution à la croissance n'est pas quelque chose sur laquelle on peut compter dans le futur. Donc, je voudrais en 6 minutes revenir sur ces 2 points-là. Concernant l'éducation, je vais vous montrer quelques données sur les compétences éducatives. Donc là, j'ai un petit groupe des pays européens et les États-Unis, et j'ai dans l'axe vertical les résultats des PISA que tout le monde connaît, donc une mesure des compétences scolaires des jeunes de 15 ans. Et sur l'axe horizontal, j'ai quelque chose qui est un peu moins connu, qui sont les données PIAC de l'OCDE aussi, qui mesurent les compétences pour les adultes. Donc, ce sont des mesures qui prennent en compte les capacités numériques, verbales, littéraires, des synthèses des individus qui sont dans la force de travail. Ce que vous voyez là est qu'il y a des énormes différences entre pays et il y a des cas qui sortent très clairement. Il y a l'Allemagne, tout en haut à droite, où on a des très fortes compétences pour les jeunes et pour les adultes. Et j'ai mis aussi pour Philippe la Suède, qui est en bas à droite, dont les compétences des jeunes ne sont pas si bonnes que ça, mais par contre, les compétences des adultes sont excellentes. Ils sont une force de travail extrêmement bien formée. Pourquoi est-ce que tout ça peut être important pour la croissance? Bien sûr, la qualité de la force de travail est un des facteurs cachés derrière les mesures de productivité totale des facteurs que Gilbert nous montrait avant. Mais la formation est seulement un côté de l'histoire. Il faut savoir comment est-ce que cette formation se traduit dans la capacité de production. Donc, ce que vous avez là sont des mesures de la inadéquation des qualifications. En bleu, vous savez la proportion de la force de travail qui dit qu'ils sont surqualifiés par rapport à leur poste. Et donc, ça colle bien avec l'histoire des Gordon. Il y a quand même un nombre considérable d'individus qui sont trop qualifiés. Mais en gris, je vous ai mis la proportion de la population qui est sous-qualifiée.
dont ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour les types de postes qu'ils occupent. Et donc, ces graphiques nous indiquent que s'il y a dans certains cas de la surqualification, il y a aussi un manque de formation qui est présent en moyenne dans autour de 20% de la population dans les groupes de pays que je considère. Pourquoi est-ce que c'est important? Bon, si on prend le cas de la France, là, on voit qu'il y a un nombre très important, 17% de jeunes qui aujourd'hui n'ont aucun diplôme, et cet échec dans la formation est très fortement lié aux inégalités d'origine sociale. Et donc, je vais revenir sur ce point à la fin. Mais pour attacher cette question d'éducation à la croissance, il y a un argument que Philippe n'a pas mentionné quand il parlait de l'augmentation de la productivité, mais il a beaucoup travaillé sur ça, et c'est le fait que la création de nouvelles technologies, ce n'est pas la même chose que l'adoption des nouvelles technologies. Et donc, ce manque de formation est peut-être quelque chose qui est derrière cette absence d'adoption des nouvelles technologies. Donc, je vais vous rappeler ce que je vous avais montré avant par rapport au niveau d'éducation, parce qu'ici, j'ai une mesure d'adoption des nouvelles technologies. C'est la proportion, c'est le nombre de robots utilisés dans l'industrie manufacturière par rapport à chaque 10 000 employés dans le secteur. Et ce qu'on voit est qu'il y a une grosse différence entre les pays. Et les deux pays qui ont une adoption des robots plus forts sont l'Allemagne et la Suède, donc les deux pays où je vais vous montrer des taux de qualité de la force de travail très élevés. Mon dernier point, pour finir, c'est le rôle des femmes et cette histoire que Gordon dit de la participation des femmes ne va pas augmenter et donc leur contribution à la croissance s'arrête. La participation est un aspect important, mais ce n'est pas le seul aspect qui est fondamental. Les femmes sont un cas très clair de gaspillage du talent. Elles sont aujourd'hui à un niveau éducatif supérieur, les jeunes femmes ont aujourd'hui un niveau d'éducation supérieure à ces décembre. Et par contre, on trouve qu'elles sont souvent employées à temps partiel, qu'elles sont souvent dans des emplois pour lesquels elles sont trop qualifiées et qu'il y a un manque de diversité dans l'emploi. Et donc, à nouveau, c'est un manque d'utilisation du talent potentiel qu'on a. Et donc, pour conclure, par rapport au capital humain, il y a encore des leviers de croissance qu'on peut exploiter. Il y a la formation et surtout la formation en bas de la distribution, la formation professionnelle et l'apprentissage. Et il y a les problèmes de la participation des femmes dans les marchés du travail et la sous-utilisation de leurs talents. Je vais m'arrêter ici. Merci. Exceptionnel, non seulement sur le contenu, mais dans la maîtrise du temps. Alors, j'ai deux questions qui nous sont arrivées. La première, c'est pourquoi a-t-on forcément besoin d'inflation pour faire repartir la croissance? Et la deuxième, qui sera la dernière à laquelle on répondra, s'il n'y en a pas d'autres qui s'interposent, c'est la stagnation séculaire est-elle notre avenir à long terme, c'est-à-dire l'objet un peu de cette conférence. Alors, sur la première question, pourquoi a-t-on forcément besoin d'inflation pour faire repartir la croissance? Gilles, si tu peux y répondre en 1 minute. Hein? Je vais essayer en 1 minute. La raison est en fait assez simple, hein, c'est que on a besoin de taux d'intérêt réels qui soient négatifs. D'accord? Le taux d'intérêt réel, c'est la différence. Non, on a besoin de taux d'intérêt réels qui soient le plus bas possible pour que les entreprises puissent investir et pour décourager l'épargne qui est excessive. D'accord? Et ça, on ne pourra pas l'obtenir si vous avez, comme cela se passe actuellement, de la déflation. Ce n'est pas possible. C'est bon? Très très clair, hein. Je ne sais pas si tout le monde trouve ça clair, mais c'est très très clair. Si l'inflation est très basse, les taux d'intérêt réels ont du mal à être à des valeurs très très basses eux-mêmes et négatives éventuellement. Pourquoi peut-on envisager une société prospère et soutenable sans croissance? Et là, je me tournerai peut-être vers Philippe pour répondre à cette question. Peut-on envisager une société prospère et soutenable sans croissance?
Oui, donc ça pose un peu le problème. C'est vrai que la croissance a été décriée et ça a soulevé des objections tout à fait légitimes. C'est-à-dire que les gens se sont dit, mais si la croissance, ça veut dire des destructions d'emplois, du chômage de masse, si ça veut dire des inégalités qu'on ne contrôle plus, si ça veut dire une pauvreté qui s'accroît, si ça veut dire un environnement qui se détériore, une précarité qui augmente, etc. Après tout, pourquoi on veut cette croissance-là quand on n'en veut pas ? Mais en général, les sociétés qui n'ont pas de croissance, c'est aussi beaucoup des sociétés qui n'innovent pas. Et donc, est-ce qu'on veut une société qui cesse d'avoir des idées, qui cesse de progresser? Donc la question, c'est est-ce qu'on peut traiter des problèmes soulevés, c'est-à-dire le climat, la précarisation de l'emploi, la non-maîtrise des inégalités, est-ce qu'il y a un moyen de réconcilier la croissance avec la maîtrise de l'environnement, etc. Et donc je crois, moi, mon optimisme, c'est que je crois qu'on peut. Je mentionnais les pays scandinaves, tout n'est pas parfait. Tu disais très justement, Cécilia, la Suède a fait des grosses bêtises en matière de réforme de l'éducation. Ils avaient le système finlandais et ils l'ont abandonné. Il marchait très bien. Mais je pense que ces pays donnent quand même l'exemple, montrent que c'est possible, disons, de réconcilier. C'est des pays quand même où on prend l'environnement au sérieux. Ils ont des politiques de taxes carbone très sérieuses, ils font des efforts très sérieux sur l'environnement. C'est des pays quand même qui ont maîtrisé les inégalités, c'est des pays où il y a beaucoup de mobilité sociale, ils ont des problèmes, mais ils maîtrisent, et où ils ont trouvé un modèle, notamment au Danemark, de flexi-sécurité, c'est-à-dire de dire, ben voilà, je réconcilie la mobilité de l'emploi avec une protection sociale et une qualification. Donc si vous voulez, ils n'ont pas tout fait parfaitement, mais ils montrent qu'on peut aller dans cette direction-là. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il faut copier, faire exactement ce qu'ils font, mais je crois qu'ils montrent qu'on peut, et la croissance, je crois que choisir la non-croissance, c'est vraiment retomber dans Malthus, c'est-à-dire, par exemple, la croissance verte, on sait que l'environnement est un problème, on peut faire de la croissance verte, et donc continuer d'innover et de croître, mais en ayant l'environnement comme préoccupation majeure. Alors, une question adressée à Michel. Michel, est-ce que tu peux y répondre en une minute et demie? Comment le cycle financier impacte-t-il la croissance? Alors, si l'idée maîtresse de ton exposé, si tu peux la résumer d'une façon hyper synthétique en une minute et demie, ils ne l'ont manifestement pas complètement saisi. Le capitalisme, c'est accumuler de l'argent, argent pour l'argent, fondamentalement. La finance, en tout cas, ne fait que ça. La finance dirige, c'est le centre nerveux du capitalisme. C'est dans la finance que se déterminent les anticipations à partir desquelles sont prises des décisions aujourd'hui. En conséquence, le cycle financier va faire une croissance déséquilibrée dans la mesure où vous n'avez pas de force de rappel en permanence d'équilibrage, mais au contraire des processus de hausse des prix des actifs financiers et immobiliers et ensuite de retournement. Mais on peut vivre avec ça, à condition que la puissance publique soit capable de modérer ce cycle financier, d'éviter qu'il soit d'une trop grande puissance, puisque c'est lorsqu'il a une trop grande puissance qu'il va créer le passage à un équilibre bas. Et sinon, on peut rester, si vous voulez, dans une croissance suffisante. Mais la question, elle est là. Jusqu'ici, la puissance publique n'a très peu intervenu sur les caractéristiques qui entraînent ces mécanismes d'emballement, puis d'euphorie, puis ensuite de dépression. Et donc, il y a un travail considérable à la fois et il faut trouver une bonne dose de régulation financière et d'action des banques centrales qui voient suffisamment loin dans le futur et qui prennent en compte la stabilité financière au sérieux pour arriver, en effet, à obtenir une évolution meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est possible, bien sûr. Voilà, une autre question. Mise-t-on trop sur la troisième révolution industrielle, celle de la robotisation et de l'intelligence artificielle, pour relancer l'économie? Alors, je pense que c'est une question qui s'adresse un peu à tout le monde, aux quatre intervenants, peut-être en une minute pour chacun des quatre intervenants. En commençant par l'ordre alphabétique inverse, en commençant par Cécilia. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire ce qui va amener la croissance. Et c'est pour ça que l'argument de Philippe sur la recherche fondamentale est si important.
c'est très difficile de prévoir quelles technologies vont être importantes. Et donc, pour les jeunes qui sont dans la salle, je suis sûre que vous êtes allés voir les derniers Blade Runner. Donc, je vous invite à voir les premiers Blade Runner et voir comme le monde du futur qui était imaginé à l'époque, dans les années 90, n'a rien à voir avec les nouvelles technologies qu'on utilise aujourd'hui. Donc, il y a une très belle scène où il y a Harrison Ford qui a tout type d'armes merveilleuses et qui poursuit les robots et qui utilise une voiture volante, mais qu'il doit chercher une cabine téléphonique pour aller appeler, parce que personne dans les années 80 avait pensé à la téléphonie mobile qui, 10 ans plus tard, avait envahi nos vies. Donc, comme chercheur, on peut parier, c'est vrai, mais c'est extrêmement difficile de dire quelles technologies vont changer nos méthodes de production et lesquelles vont échouer. On peut simplement ouvrir les portes à une variété la plus large possible de technologies. Gilles? Oui, en un mot, en fait, moi, ce que j'ai plutôt tendance à penser, c'est qu'il faut regarder les choses sur le très long terme. Finalement, il faut se rappeler que ce qu'on appelait les 2 révolutions industrielles, si vous regardez sur la longue période, ça correspond vraiment à des périodes exceptionnelles. Il faut bien prendre ça en compte. Et donc, c'est tout à fait normal qu'après une période exceptionnelle, où les gains de productivité, la productivité était très importante, etc., on ait une sorte de rappel à l'équilibre, enfin, on ait une sorte de baisse, enfin, que le progrès technique s'essouffle un peu. Donc moi, je ne sais pas si ce que dit Gordon est totalement juste. Est-ce qu'il faut vraiment s'alarmer du fait qu'on ait un ralentissement de la productivité du travail et tout ça? Bon, la référence, à mon avis, ne peut pas être les révolutions industrielles. Michel? Oui, non, mais moi, ce que peut faire la puissance publique, c'est éliminer les obstacles. Moi, Gordon ne dit pas qu'il ne va pas y avoir de progrès technique. Il dit qu'il y a des obstacles, je vois des obstacles partout, les headwinds, qui empêchent véritablement la propagation du progrès technique. Et ça, c'est la question que je voudrais poser d'ailleurs à Philippe. Destruction créatrice ne se fait pas actuellement. Parce que pour qu'il y ait destruction créatrice, il faut que les entreprises qui ne suivent pas la frontière aient des baisses de rentabilité et finalement, soit elles y vont, soit elles sont en faillite. Or, ce n'est pas ça du tout. Vous avez une inondation de liquidités. Vous avez une capacité aujourd'hui de faire du profit financier de manière énorme. Et ce que vous avez, c'est l'absence de propagation du progrès technique. Vous avez du progrès technique à la frontière qui évolue, mais la difficulté d'en faire ensuite le processus par lequel il se propage d'industrie à industrie et change le mode de consommation, eh bien justement, il faut une vision du futur qui est donnée par la puissance publique pour que ça puisse se faire. Et il faut en même temps cette modification considérable dans la finance pour éviter ce qui se passe. C'est-à-dire que l'on puisse très bien aujourd'hui être très rentable sans investir productivement. Philippe? Oui, je vais faire 2 remarques. D'abord, je pense qu'il y a ça pose un grand problème, je mentionnais ce matin, c'est qu'il y a des ruptures technologiques et elles peuvent être très rapides. Et par contre, les institutions ou les normes sont très lentes à évoluer. Donc, il y a tout ce problème d'ajustement des politiques, des normes, des institutions qui sont en général assez lentes à des ruptures technologiques. Et qui peuvent, si on s'adapte bien, donner le meilleur, et si on n'adapte pas, donner le pire. Et ça, c'est une des grandes questions, quoi. Et nous, on est confrontés à ça en France, par exemple, aujourd'hui. Voilà, réformer pour s'adapter, etc. Donc ça, c'est un des grands problèmes. Et donc, je crois que, et en particulier, l'intelligence artificielle, on pourra en faire quelque chose si on est capable de modifier notre marché du travail, si on est capable de réformer l'assurance chômage, si on est capable de totalement révolutionner notre système de formation pour accommoder le fait qu'on passe d'un statut à un autre, qu'il y ait des multiplicités de statuts, etc., et que ça devienne un élément de stimulation et pas de précarisation. Et donc je crois que là, il faut l'adaptation des institutions au changement technologique. Sur ce que tu disais sur la création d'intéressants, on va avoir un débat là-dessus, il faudrait qu'on ait un débat sur ça. En tout cas,
la création nette, le taux de création nette d'établissements aux États-Unis n'a pas diminué. Il y a ce qu'on appelle la création brute de firmes, mais la création nette d'entreprises, d'établissements, elle est restée assez constante. Et en général, d'ailleurs, le problème de mesure est lié à la persistance de ce problème-là. Donc je crois qu'on pourrait avoir tout un débat sur qu'est-ce qui est arrivé à la destruction créatrice et comment ça a évolué. C'est un domaine totalement passionnant et je crois que ça mériterait voilà, une session l'année prochaine peut-être. Merci beaucoup. Je vais grouper plusieurs questions qui portent sur politique monétaire et politique budgétaire. Politique budgétaire expansive est-elle à l'ordre du jour pour sortir de la stagnation? Et même chose pour la politique monétaire. Plusieurs questions sont posées en ce sens-là. Donc politique monétaire et politique budgétaire sont-elles de nos jours encore adaptées pour sortir de la stagnation dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Donc on prend peut-être l'ordre alphabétique cette fois-ci dans le bon sens. Philippe, qu'on continue peut-être sur ta lancée. C'est pas, je crois beaucoup dans la nécessité de politique macroéconomique proactive. Je crois que les États-Unis ont montré, et c'est intéressant parce qu'il y a tous les cercles vicieux que mentionnait Michel, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que l'économie américaine a montré de la résilience après la dernière crise, plus que l'Europe. Et c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ça peut se discuter. Alors voilà, ça veut dire savoir pourquoi. Alors, est-ce que ça a été dû ou pas à un autre séquençage de politique, comme Jean Pisani le dit, ou pas? Est-ce qu'il y a eu... Mais c'est vrai que les politiques de quantity easing et Draghi, on sait que ça a eu un effet. Draghi, moi j'ai fait un papier pour Sintra, on montrait que les politiques de OMT, d'achat de bons, d'achat de dette publique, a eu un effet très important. Et la question, c'est que je pense que ça, c'est un aspect, il faut la réactivité macroéconomique. Je pense qu'il faut un volet budgétaire à ça. On ne peut pas se reposer uniquement sur le côté monétaire. Je pense qu'il faut à la fois le côté budgétaire et je pense aussi que avoir, disons, adapter les institutions, donc je dis les marchés ou l'État, permet aussi de donner plus d'ampleur à ces politiques. Mais je suis un ferme partisan des politiques macroéconomiques réactives. Ce qu'il y a, c'est qu'elles marchent plus ou moins bien, et c'est intéressant de savoir sur quel terreau elles tendent à marcher mieux ou moins bien. Et ça, c'est un peu la doctrine Draghi. C'est-à-dire de dire, moi je suis prêt à faire une partie du travail avec les réformes, avec la politique monétaire, mais les pays devraient faire une partie de leur travail en réformant leurs marchés, leurs institutions, pour donner plus d'ampleur à la politique de quantity easing que je fais moi. Mais donc là, il y a tout un débat sur la complémentarité entre la politique budgétaire, la politique monétaire et ce que l'on appelle les réformes structurelles ou les transformations structurelles. Et donc ça, c'est encore une autre session à voir. Voilà. Michel? Pour ce qui est des États-Unis, juste après la crise, c'est assez facile à voir. Dès la fin septembre, dès quelques jours après la faillite de Lehman Brothers, le Trésor réussit à faire voter au Congrès un plan de 700 milliards de dollars. C'est-à-dire que le secteur public injecte 700 milliards de dollars dans le système bancaire pour éliminer les créances douteuses. Ce qui fait qu'après les tests de stress de la Fed du mois de février 2009, on sait exactement quelles entreprises doivent recevoir ces injections. Et dès le printemps, le système bancaire américain est en état de refaire crédit. Donc là, vous avez une politique, si vous voulez, de prise. Enfin, véritablement, c'est je privatise. Là, c'est vraiment le capitalisme à l'état pur. Les profits sont privatisés et les pertes sont socialisées. Donc ça veut dire que c'est le contribuable américain qui doit le faire. Et on espère récupérer ça, et ils peuvent y arriver. Avec la croissance future, en effet, ils peuvent finalement récupérer ces pertes du secteur public. Et c'est ça, c'est vraiment très important. La question de la restructuration financière, l'Europe ne l'a pas fait. Vous traîne encore des masses énormes de créances douteuses des années 2008 et d'avant dans les banques italiennes. Donc là, vous êtes sur des politiques structurelles complètement différentes. Voilà. On est d'accord. Gilles ? Alors moi je dirais que ce qui est important c'est bien sûr le policy mix, c'est-à-dire qu'il faut évidemment non seulement les deux, mais il faut que la puissance publique, les gouvernements et les banques centrales coopèrent. Alors aujourd'hui, si vous regardez, il y a une fenêtre de
d'opportunité pour les politiques budgétaires, parce que si vous comparez la croissance potentielle avec les taux d'intérêt réels, vous êtes dans une configuration où les taux d'intérêt réels sont en dessous de la croissance potentielle, et donc ça veut dire qu'on peut faire, bon, c'est pas très orthodoxe de dire ça, mais vous pouvez faire du déficit budgétaire pour soutenir la croissance économique sans nécessairement avoir à augmenter les impôts, parce que ça se finance tout seul, parce que vous avez de la croissance. Et du côté de la politique monétaire, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. La seule question, c'est quel outil, finalement, est le plus adapté. Bon, les politiques monétaires non conventionnelles, ça a très bien marché. Est-ce que ça va continuer à marcher? Vous savez que les Japonais, aujourd'hui, changent de politique, considèrent que voilà, ils inventent une nouvelle politique monétaire conventionnelle, considérant que bon, ils essaient d'agir directement sur la courbe des taux. Donc la question, c'est ça, c'est quel outil, voilà, vers quel outil on doit se diriger pour que la politique monétaire continue à être efficace. Voilà. Merci Gilles. Cécilia? Oui, moi, je vais seulement ajouter à ce que Gilles vient de dire, comme le cas du Japon est important pour nous dire que les politiques macroéconomiques traditionnelles peuvent ne pas suffire. Et donc, aujourd'hui, peut-être, les banques centrales et les ministres d'économie doivent être plus des artistes que des techniciens et doivent regarder un éventail beaucoup plus large des politiques où les changements institutionnels deviennent très importants parce que le Japon, qui était un modèle de croissance dans les années 60-70, a été un échec total pendant les 20 dernières années et les politiques traditionnelles n'ont pas suffi. Voilà, et pour finir, je vais percuter deux séries de questions. Une première série de questions sur la durée durant laquelle on risque de rester, de stagner, si j'ose dire, dans cette situation de stagnation séculaire, avant de connaître une embellie. Et l'autre question, c'est l'économie numérique. Est-ce qu'on peut en attendre beaucoup pour s'en sortir? Le choc de l'économie numérique est en train de se produire. Donc, on revient à l'intitulé, pour finir cette conférence, à l'intitulé de la conférence même. Combien de temps, en quelque sorte? Est-ce que c'est notre avenir pour quelques années, pour quelques décennies, avant d'en sortir? Et qu'est-ce qui sera décisif? Et est-ce que l'économie numérique qui est en train de nous frapper, de nous heurter, va être un élément fondamental pour nous sortir de cette situation de stagnation séculaire? Cécilia, peut-être on prend l'ordre alphabétique inverse, comme ça tu continues dans ce que tu disais, c'était assez lié à ton propos. Donc, je n'ai rien à dire sur la durée, parce que je n'ai pas réfléchi au sujet. Par contre, sur l'économie numérique, donc oui, c'est certainement quelque chose qui est en train de changer nos modes de production, mais qui est un très bon exemple de ce que Philippe était en train de dire auparavant. L'économie numérique, en même temps qu'elle crée des opportunités, elle crée de la concurrence. Un exemple très bon, c'est tous les secteurs du tourisme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de réserver des billets d'avion et des nuits d'hôtel. Donc ça pousse la demande et ça fait augmenter la croissance dans les secteurs du tourisme, mais en même temps, elle crée une concurrence très forte. Et donc, les prix sont en train de descendre dans ces secteurs en particulier, et on peut à nouveau voir que dans les données macro, les deux choses s'annulent et on peut ne pas bien mesurer les taux de croissance. Par contre, ce qui est clair est que d'un point de vue historique, chaque période où la croissance a été forte, a été aussi une période d'amélioration des technologies, des transports et des communications. Et donc, les outils numériques créent une communication immatérielle, un transport immatériel des idées. Je ne peux pas imaginer que ça ne va pas avoir un effet sur la productivité globale. Merci. Gilles, en un mot? Oui, en un mot... moi, ce que je vois, en fait, c'est que l'effet positif, il passe par l'amélioration de la qualification de la main-d'œuvre. Et je crois qu'il y a un débat qui est important, c'est que nous devons éviter la fracture numérique. C'est-à-dire que c'est exactement comme quand on dit l'éducation est une bonne chose pour la croissance économique, mais on sait très bien qu'il y a des inégalités. Il peut y avoir des inégalités en amont, et ce genre d'inégalité peut aussi être observé en ce qui concerne l'économie numérique. Sur la durée, moi, je suis vraiment incapable de répondre. Hein. C'est très compliqué. Hein.
Michel? Mais la question me semble que c'est croissance inclusive et soutenable. On dit sans arrêt ça, on ne sait pas le définir. Donc il faut être capable de le définir. Et puis que les puissances publiques puissent pousser dans ce sens-là en donnant un axe. Il semble quand même que la transition énergétique est absolument cruciale. Or, en Europe, elle est faite n'importe comment, puisqu'on n'arrive absolument pas aujourd'hui à avoir une politique commune qu'on avait en 1950, quand même. Donc voilà l'objectif essentiel. Et alors, évidemment, dès lors qu'il y a besoin pour cela de réseaux de distribution d'électricité intelligents, il est clair que l'intelligence artificielle rentre dedans et que, si vous voulez, tout ce qu'on dit sur le rôle du numérique, c'est du process dans toutes les autres industries, c'est ça que ça doit être, de façon à ce que le mode de consommation, le mode de vie se transforme dans le sens où on arrive à maîtriser l'environnement. Et ça, c'est le lien de tout ça qui est crucial. Et on ne le fera pas avec les institutions d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que le problème est fondamentalement politique. Philippe? Oui, très rapidement. Il y a deux choses différentes. D'abord, il y a la faible croissance dans certains pays européens, dont le nôtre. J'ai montré la Suède tout à l'heure. Ce que la Suède a fait, nous, on peut le faire tout à fait. On est tellement en dessous de la frontière d'efficience qu'on peut vraiment améliorer les choses. Formation, réforme structurelle pour avoir vraiment, le mot réformation, les gens les détestent, mais transformation, disons, de l'économie pour avoir un système vraiment adapté aux nécessités d'une économie de l'innovation, ce que nous n'avons pas. On a un système très corporatisé. La France est un pays très corporatiste. Beaucoup de caisses de retraite, beaucoup de caisses d'assurance maladie organisées pour une économie de rattrapage, pas pour une économie d'innovation. C'est ça qu'on doit transformer. Si on arrive à faire cette transformation-là et en même temps d'investir dans la formation et l'éducation, je pense qu'on a vraiment des possibilités de croissance énormes parce qu'on est tellement en dessous de la frontière d'efficience. Et concernant l'intelligence artificielle, à nouveau, c'est à nous d'adapter nos institutions pour en faire un facteur de croissance, de qualification, de stimulation et pas un facteur de précarisation et de polarisation des situations en France. Et je crois que là, à nouveau, il faut que les pouvoirs publics et les institutions s'adaptent à la révolution pour en faire un moteur plutôt que d'en faire un facteur de chômage et d'inégalité non maîtrisée. Donc ça dépend de nous, ce qu'on en fait. Voilà. Merci beaucoup Philippe, c'était le mot de la fin. Demain d'ailleurs, je précise, il y a des sessions demain, aux Journées de l'économie demain, il y aura des sessions qui toucheront aux problématiques de l'économie numérique, je le signale, et donc dans lesquelles ces thématiques seront développées. Merci aux 4 orateurs pour leurs interventions et leurs explications.